L'une des plus grandes réussites du combat féministe, c'est l'insertion des femmes dans le domaine professionnel. On en est fiers, on continue de le clamer, on continue d'améliorer cette insertion-là. Mais il y a toujours des lacunes, il y a toujours des failles. Aujourd'hui, on va en discuter de long en large avec Farida. À tout à l'heure et bienvenue dans Miratalk. À tout à l'heure. Bonjour, Farida, ça va? Bonjour Samira, je vais bien, j'espère que toi aussi. Oui, je vais bien, merci. Bienvenue dans D'accord. Miratalk. Merci à toi surtout pour l'invitation. Alors, Farida, tu es gestionnaire de ressources humaines, mais tu es également activiste. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours brièvement avant qu'on aborde le sujet? Merci beaucoup Samira. Donc comme tu l'as dit, je suis Farida Choualabani, gestionnaire de ressources humaines de profession et une grande activiste en matière de droits humains. Et je milite depuis déjà quelques années sur les questions de leadership, d'épanouissement, d'accès, accessibilité aux opportunités pour les jeunes femmes à D'accord, travers plusieurs associations et à travers en tout cas plusieurs initiatives au niveau personnel également. d'accord. Quelles sont pour toi, Farida, les plus grandes difficultés pour les femmes à s'insérer professionnellement? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ouais, Je dirais que dans un premier temps, il faudrait qu'on puisse reconnaître et saluer une grande avancée dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ouais. on retrouve plusieurs femmes quand même dans le domaine, sur le marché de l'emploi par Oui, rapport à quelques années en arrière. Mais il y a encore plusieurs difficultés qui font que celles qui sont déjà là ne sont pas épanouies et celles qui veulent y entrer également se posent pas mal de questions. Je dirais que c'est beaucoup plus lié à des questions de stéréotypes, ouais. ce qu'on pense généralement du monde du travail, ce que les gens dans le monde du travail pensent des femmes et ce que les femmes elles-mêmes pensent de leurs différentes capacités sur le marché de l'emploi. Quand on va parler des personnes que les femmes ont en face d'elles, il y a cette pensée-là des femmes généralement, quand elles vont commencer par travailler, il y aura la question de la maternité, Mhm. il y aura des pauses, elle va demander à avoir du temps pour sa famille, il y aura des temps où elle sera absente parce que justement, elle doit s'occuper de ses obligations familiales Familial. également. Donc, il faut que les gens qui travaillent également avec les femmes, toutes ces pensées-là font qu'elles se disent, bon, est-ce qu'il faut intégrer les femmes? À quel niveau il faut les intégrer pour ne pas qu'il y ait un certain impact Oui, sur le travail même de la boîte. Et il y a les femmes elles-mêmes qui manquent encore de confiance en elles, se disant, est-ce que je peux réellement accéder à tel poste? Ces postes-là sont réservés beaucoup plus pour aux les hommes. hommes. Oui. Il faudrait que je me prépare beaucoup plus, beaucoup plus. Donc là où on va voir un jeune homme en début de carrière à un certain poste, la femme se dit, ah, est-ce qu'elle peut briguer ce poste-là? Il se dit: «Non, il faut que je me prépare davantage, davantage, davantage» et on prend tellement de temps à se À se préparer préparer que 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 finalement. finalement, on n'arrive pas vraiment à accéder, à ces postes-là et il y a aussi l'environnement du travail. Aujourd'hui, il y a la question du harcèlement Oui, qui aujourd'hui voilà. décourage énormément les femmes. Quand tu vas pour vendre tes compétences, au lieu qu'on ne puisse justement valoriser tes compétences, on te de valoriser tes autres atouts qui ne sont pas forcément intellectuels. Oui. Donc, il y a cet environnement-là de sécurité qu'il n'y a pas forcément dans toutes les entreprises, dans les sphères professionnelles qui font que beaucoup de femmes hésitent encore à, voilà, ça représente justement un certain nombre de blocus pour les femmes sur le milieu du travail. D'accord. Mm. Merci beaucoup pour cette. Pour n'en citer que quelques-uns, Oui, sinon franchement, vraiment, sinon il y a beaucoup de contraintes. exactement, il y a beaucoup Même de l'environnement contraintes. familial, parfois tu n'as pas forcément un background de personnes qui sont dans de grandes entreprises, qui travaillent dans de grandes entreprises. Exactement. Même dans les entreprises, il y a la question Oui, des modèles. Vous allez voir dans une entreprise, il y a assez de femmes, mais ces femmes occupent quel poste? voilà, Ces femmes-là, est-ce qu'elles ont vraiment l'opportunité d'apporter une certaine valeur ajoutée dans la boîte? Dans une boîte dans laquelle vous voyez qu'il y a sur 50 employés, 3 à 4 femmes, et elles sont réceptionnistes, elles sont un peu, vous secrétaire, dites assistante. secrétaire, assistante, tu te dis, bon, donc au final, dans le monde du travail, nous sommes résumés à de petits postes. Est-ce que Toujours ça vaut la, servir. est-ce que ça vaut la peine? Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là qui découragent un peu plus les femmes sur dans le plan professionnel. D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup du plafond de verre, mais concrètement, comment est-ce que ça se manifeste dans les entreprises? On a un peu abordé la question. On voit ça beaucoup plus dans les questions de promotion, des promotions qui sont un peu lentes quand il s'agit des femmes.
Si c'était un homme, déjà à 2 ou 3 résultats, ils auraient déjà promu. Mais quand c'est une femme, on a tendance à encore réfléchir, réfléchir avant de la faire passer à une autre étape. Ou alors les femmes sont là, mais on ne les positionne pas justement à des postes où elles peuvent agir, Oui. elles peuvent réellement agir. Ou alors lorsqu'il y a des décisions stratégiques à prendre, même si on sait que ça va également impacter les femmes, elles sont là mais ne sont pas vraiment associées. Donc quand griffe, il y a un peu cette question de quota. Mhm. On se demande, bon, est-ce que les gens ne veulent tout simplement pas cocher une case en disant, nous avons également des femmes chez nous, mais 40% de nos employés sont des femmes. sont des femmes, sont des femmes. Non, il y a des femmes ici, il y a des femmes, mais est-ce que ces femmes-là ont réellement Oui. l'opportunité? Généralement, c'est comme ça que la question du plafond de verre se manifeste. Elles sont là, non, elles sont là en minorité, Oui. et celles qui sont là aussi n'ont pas vraiment l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de réellement influencer la politique au sein des entreprises. Oui. Mm. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle souvent d'intersectionnalité dans beaucoup de choses qu'on fait, mais surtout dans le monde de l'entreprise. Parce que même quand on parle des femmes, les femmes, ce n'est pas un groupe homogène. Donc, les femmes, dans leur diversité, Mhm. euh, viennent de différentes couches ou bien ont de différents backgrounds. Comment est-ce qu'on peut tenir compte de toutes ces différences-là dans le domaine professionnel, par exemple? L'âge, enfin, le sexe, c'est déjà des femmes, l'endroit de provenance, que ce soit la religion, zone rurale, zone urbaine, tout ça, Mm. enfin, zone urbaine. Moi, je dirais tout simplement, lorsqu'on met en place les politiques, Ouais. dans une organisation, il y a toujours des documents, il y a toujours des politiques qui disent la manière dont on travaille, la manière dont on traite nos collaborateurs, etc. Donc, pour résoudre ce problème-là, c'est simple, c'est lorsque justement on met en place ces documents, ces différents politiques, qu'on s'assure à ce qu'on tienne compte de tous ces éléments-là Dans le document. dans ces documents. Si D'accord. les documents sont déjà en place, on peut faire des audits internes qui nous permettent de voir est-ce que nos pratiques, ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que OK. ça permet justement de prendre en compte tous ces éléments, tous ces facteurs-là? Qu'est-ce que nos collaborateurs en pensent? Quels sont les ressentis? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pratiques, il y a cette question d'égalité de chance? Quand on OK. prend par exemple la question du recrutement, qui est un élément assez crucial. Tenir compte de tous ces éléments, c'est de mettre en place une politique de recrutement qui donne la chance à tout le monde, Oui. qui donne la chance à tout le monde, que tout le monde peut être intégré tout simplement sur la base de ses connaissances et de ses compétences. Pas D'accord. qu'on puisse favoriser un groupe au détriment De d'un l'autre. autre. Donc, c'est de vraiment nous assurer que dans la mise en place des documents qui nous permettent de diriger et de conduire l'entreprise, on s'assure que tous ces éléments-là sont pris en compte. Quand on prend aussi l'exemple, par exemple des personnes vivant en situation de handicap, quelles sont les mesures que nous mettons en place pour que ces personnes-là puissent participer à nos processus de recrutement, puissent être intégrées. Et quand elles sont là, qu'est-ce que nous mettons en place pour favoriser leur épanouissement? Aujourd'hui, quand on prend l'âge, la jeunesse, Oui. comment est-ce qu'on s'assure que les jeunes puissent avoir justement accès aussi à nos opportunités? Et quand ils sont là, comment on fait pour tenir compte de leurs spécificités? Un jeune, c'est une personne qui est encore en quête de connaissances. Oui, bien Mais évidemment. c'est également, les jeunes sont également très engagés et apportent beaucoup. Comment est-ce qu'on tient compte de cette particularité-là, mais en la mettant justement ensemble avec justement les objectifs aussi de l'entreprise. D'accord. Mm. Également par rapport aux personnes atteintes de handicap, est-ce qu'il n'y a pas l'infrastructure aussi du lieu? Bien sûr, tout à l'heure j'en parlais. Quand on prend les personnes handicapées, tout simplement quand on prend l'handicap moteur, Oui, voilà, Aujourd'hui, moteur, ça va nous amener à mettre en place, par exemple, des d'accès. rampes d'accès dans les entreprises pour nous assurer que les personnes avec handicap également peuvent accéder à faire des aménagements Oui, pour qu'il y ait des bureaux en bas, etc., etc. pour Donc, ne pas trop les fatiguer pour ne aussi. pas trop les fatiguer ou alors les mettre dans des situations inconfortables. On sait déjà que la personne est en situation de handicap. On n'a pas à mettre son bureau en haut Au sixième au étage. sixième étage. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. On s'assure que justement notre environnement permet à ce que toutes les couches peuvent y travailler, tout Oui. simplement. J'ai même vu récemment des toilettes également pour personnes en Pour situation de personnes en handicap. situation de handicap qu'on peut mettre en place. C'est très intéressant. Aujourd'hui, Oui. il faut avouer que le code du travail togolais, en tout cas, euh, protège énormément et incite les entreprises à prendre des mesures pour favoriser l'intégration de toutes ces couches-là qui sont assez vulnérables, y compris les femmes. Oui, Mm. bien évidemment. Oui. Maintenant, quelles sont les erreurs qui sont les erreurs fréquentes que les entreprises commettent au cours d'un recrutement, surtout quand il s'agit de candidature féminine?
C'est vrai qu'on voit candidature féminine encouragée, Encouragée. mais est-ce que, en vrai, encourager, là, ce n'est pas devenu un peu générique, où tout le monde se permet de mettre ça, pour D'accord. des raisons de quota, bien évidemment. Je ne dirais pas erreur. Je dirais, quelles sont les actions que les entreprises peuvent faire pour encore plus favoriser, Oui, justement, le fait que les femmes puissent beaucoup plus candidater, qu'elles puissent être retenues. oui, Aujourd'hui, il y a pas mal d'appréhension. Au cours d'un recrutement, il y a certains recruteurs, tout simplement parce que soit ils ne sont pas assez formés pour ça, ou ils n'ont pas cette sensibilité, vont jusqu'à poser des questions sur est-ce que vous envisagez de vous marier bientôt? si vous avez des Est-ce que enfants, vous avez des enfants? Si oui, est-ce que vous envisagez faire des enfants dans une... Moi, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai vu moi la également. personne. Je me suis dit, mais vous parlez à une RH, à quel moment vous me posez ce genre de questions? Vous Oui, savez que c'est pas correct lors d'un recrutement, mais cette personne-là, peut-être, oui, elle n'est pas au nous courant. autres, on ne sait pas. Elle ne sait pas qu'en réalité, c'est porter atteinte à mon droit. À Oui, quel moment est-ce que tu me poses ce ok. genre de questions-là? Donc, quelle est votre religion? Est-ce que vous envisagez vous marier? Tel, tel, J'ai tel. vu, j'ai vu une vidéo Voilà. récemment où le monsieur disait, je fais, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais il disait que il faisait un mouvement et puis il disait que je fais ça au moins 5 fois par jour. Qu'est-ce que vous faites 5 fois par jour? En fait, il ne voulait pas directement demander à la personne de quelle religion la personne était, mais subtilement, il Exactement, essayait de poser la question. exactement. Il essaie d'être subtil, Oui, mais en voilà, réalité, on on le le sent, sent. c'est En très clair. réalité, on le sent. Ou alors, il y a des questions comme le poste là nécessite beaucoup de temps, hein, Oui, de voilà. disponibilité, hein, avec insistance. Et on tombe, Une manière de te dire, est-ce que tu penses que tu pourras? Est-ce que ton mari va te permettre ça? Est-ce que tes obligations familiales, mais sans pour autant, mais certains sont cachés, ils oui, disent directement. Et d'autres passent par des voies plus subtiles pour en fait te décourager, te dire franchement, c'est pas fait pour toi. c'est pas un environnement pour C'est les pas femmes. un environnement pour les femmes. Donc, il y a de ce genre de réflexion-là, de ce genre de propos, parfois qui sont tenus lors des recrutements, qui découragent un peu les femmes. Mais ça fait aussi partie des différents obstacles ou des différents éléments qui font que les femmes également ne sont pas trop présentes dans le monde du travail. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Donc, je Farida, pour dirais que cet ce ne sont pas éclaircissement. des erreurs, ce sont des points à améliorer Des points à lors des améliorer. processus de recrutement. Sinon, rassurez-vous, candidature féminine encouragée, c'est une manière en fait d'inciter. Parce qu'il y a des Ok. femmes qui se disent, ce poste-là, est-ce que je peux? Oui, bien Mais en voyant cette petite phrase, peut se dire, ah, ça veut dire peut-être que si évidemment. on se retrouve avec une candidature de 50 hommes, on voudrait qu'il y ait aussi 50 femmes. Ouais. Quelque part, ça veut dire que les candidatures seront étudiées sans une certaine discrimination Mm. au niveau du sexe. D'accord. Donc, chère jeune femme, c'est une femme, est-ce que cette phrase ne vous décourage pas? Candidatez quand même. Merci beaucoup. Tes réponses m'ont fait penser à une question. Est-ce que les RH aujourd'hui sont également formés à, je sais pas, à interagir avec bienveillance et tact? Parce que ce soit des personnes atteintes de handicap visuel, Mm, moteur, tout ça, mhm, enfin vivant avec une situation de handicap, que mhm, ce soit des femmes, il y a des questions qui reviennent souvent, qui ne sont pas très agréables. mhm. Est-ce que ces personnes-là, au cours de la formation ou bien après, euh, est-ce que vous avez des conférences sur comment est-ce qu'on interagit avec les gens, avec tact, surtout aujourd'hui, quand on parle de féminisme, c'est encore beaucoup plus important, je pense. Je dirais que dans notre formation, nous travaillons avec les humains. Ce sont les ressources humaines. Oui, Donc, forcément, on nous apprend, il y a des cours de comportement, il y a des cours de comment est-ce que vous gérez telle ou telle chose. Maintenant, il y a des thématiques qui ouais, sont de plus en plus développées, comme tu le dis. Aujourd'hui, comment promouvoir la participation des femmes, ok, comment encourager la participation des personnes vivant avec un handicap. Ce sont des formations que les entreprises, en fait, doivent rajouter ok, pour leurs différents collaborateurs qui sont au niveau des ressources humaines. Parce que les ressources humaines représentent vraiment une certaine interface, hein. Ce ok, sont généralement les premières personnes oui, avec lesquelles un candidat est en interagir. contact, interagit. Avant même de voir le DG, vous passez toujours par les ressources humaines. Donc, c'est important de renforcer encore plus les capacités des professionnels RH afin qu'ils puissent éviter, je ne dirais pas qu'ils le font Exprès, forcément. exprès. Non, non, non. En tout cas, pas la plupart du temps. C'est beaucoup plus par ignorance. Donc, il y a Ouais. des formations, certes, sur comment il faut interagir avec les gens, mais ce serait intéressant de encore plus renforcer les capacités des professionnels RH sur cette thématique-là.
Mais rassurez-vous, une fois encore, aujourd'hui, les documents comme le Code du travail Oui, insistent beaucoup sur ces aspects-là, d'éliminer vraiment les discriminations. ouais, Aujourd'hui, quand on prend les règlements intérieurs, avant que cela ne soit visé au niveau des inspections du travail, il s'assure qu'il y a des dispositions liées au harcèlement, il y a des ok, dispositions liées à la non-discrimination. Donc, nous-mêmes, ça nous oblige à aller nous renseigner sur ces différentes thématiques-là. d'accord. Ça, c'est très bien fait. Oui. Comment est-ce que les entreprises, maintenant, à l'échelle beaucoup plus globale, Mhm. peuvent s'assurer d'avoir un environnement qui promeut vraiment l'épanouissement des femmes? Ok, je dirais en mettant en place justement des politiques internes qui protègent, par exemple, Oui, contre le harcèlement en milieu professionnel. Euh, Aujourd'hui, l'un des blocages aussi des femmes, c'est par exemple comment allier vie pro et vie perso. oui, Parce que les femmes ont souvent beaucoup de responsabilités également à la maison oui. pour gérer le foyer, les enfants, tout ça. Donc, essayer d'aménager un peu les programmes avec une certaine flexibilité, ça C'est pas évident. aiderait beaucoup aussi les femmes. Parce Mm. qu'une femme, par exemple, aujourd'hui, qui a des enfants, à tout moment, les enfants peuvent tomber malades. Ça, c'est un truc qu'elle n'a pas prévu. Oui, Mais qui peut faire qu'il faudra qu'elle puisse s'absenter de son boulot. Donc, c'est vraiment mettre en place des politiques qui rendent un peu plus flexible, par exemple, les heures de travail, autoriser oui. un peu le télétravail, autoriser tel ou tel pour permettre aux femmes de pouvoir concilier ce côté vie de femme, mère de famille et également professionnelle carrément impliquée et épanouie dans son travail. Donc, des politiques contre le harcèlement, contre les discriminations, Bon, le favoriser harcèlement et toute forme de violence toute aussi. forme de violence, le harcèlement, toute forme de violence, protéger davantage les femmes, sanctionner si jamais il y a des cas de Sanctionner harcèlement sévèrement. sévèrement, si jamais il y a des cas de harcèlement au sein des entreprises, favoriser un environnement de confiance où les Ok. femmes peuvent venir s'exprimer sur les différents problèmes qu'elles Ouais. rencontrent. C'est important. Si les femmes ne peuvent pas être écoutées, c'est pas assez intéressant. Mais à qui est-ce qu'elles doivent aller en parler? Donc, il faut Mm. créer le cadre là de confiance qui permettent aux femmes de s'exprimer sur leurs problèmes en tenir compte et justement mettre en place des mesures pour leur permettre de pouvoir la régler tous ces différents sujets-là et en tenir compte dans les politiques internes. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que ce que tu viens de citer comme exemple, ça suffit pour permettre à une femme d'être épanouie? Ou bien quels sont les facteurs clés qui pourraient permettre à une femme d'être très épanouie dans le domaine professionnel? Ok, d'accord. Euh, dans un premier En temps, tout quand cas, on dans la parle mesure du de possible. vraiment, quand on parle de domaine professionnel, c'est que chacun vient vendre sa connaissance et sa compétence. Dans un premier temps, il faut que toi-même, tu puisses être compétente avant toute chose. Oui, Parce que généralement, quand on veut t'attaquer, on va passer par des voies ok. et moyens. Mais si on peut prouver que ce sont des voies sexistes, là, c'est bon. Mais quand on arrive à prouver que effectivement tu Oui, n'es pas compétent là-bas, c'est pire. Donc, dans un premier temps, il faut que la femme puisse être compétente, qu'elle puisse avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir connaissances assurer, actualisées encore et encore. actualiser encore et encore pour ce poste-là. Parce que, comme on le dit, là où un homme doit fournir je sais pas, un effort, la femme à ce même poste doit en fournir deux ou trois ou quatre. On est Voire des plus, femmes, on oui. sait de quoi est-ce qu'il s'agit, même si c'est pas vraiment visible. On sait de quoi il Vous ne s'agit. voyez Donc, pas, nous, on voit. nous, on voit, nous, on sait que, On vit. en fait, c'est ça, on le vit. Donc, il faut que la femme elle-même puisse être assez compétente. Il faut Oui, qu'elle puisse prouver sa valeur ajoutée au sein de la de boîte. l'entreprise, oui. Avant toute chose, avant même qu'on ne puisse aller maintenant à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la favoriser et l'accompagner. Surtout quand on va dans le monde de l'entreprise, l'entrepreneur, lui, cherche son profit. Mhm. Lui ne va pas voir tu es de quel sexe. Si tu es une femme et que tu arrives à faire grandir sa boîte, franchement, tu seras, tu seras tranquille. Mais si tu es une femme et que tu n'arrives pas à apporter une valeur ajoutée et tu veux que lui puisse encore aménager des choses pour t'encourager, franchement, il C'est va pas dire, mais évident. je ne suis pas dans le social, moi. Donc, dans un premier temps, il faut que nous-mêmes, nous puissions être assez compétentes, avoir les connaissances qu'il faut, prouver notre valeur ajoutée, prouver, et Encore. beaucoup de choses également viendront. Sinon, les femmes ont toujours à prouver quelque chose En tout cas, on a toujours quelque chose à dans prouver. le monde Mais, professionnel. comme on le dit, no pity in business. Il Oui. faut d'abord être bon avant de pouvoir réclamer pas mal de choses. Oui, ça, je pense que c'est important. Déjà, Oui. ça couvre nos arrières aussi. Et ça, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, il faut être bon avant toute chose. Avoir les compétences, apporter une certaine valeur ajoutée et maintenant militer pour que notre environnement puisse être beaucoup plus favorable pour notre épanouissement. Super. Mm. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si ça existait depuis d'ailleurs, mais on voit que les jeunes
surtout, bon, pas, je ne dirais pas forcément les jeunes femmes, c'est peut-être beaucoup plus présent chez les femmes à cause du manque de confiance et des Oui, problèmes qu'on connaît, oui. mais on va dire les jeunes en général ont du mal à négocier leur salaire. Je pense que, bon, peut-être que tu en sais plus que moi, forcément. Comment est-ce que tu penses qu'on peut bien négocier un salaire? Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment Mais est-ce qu'on est dans la tête des recruteurs pour se connaître leur budget, pour savoir, c'est ça, il faut dire. merci Samira pour la question. Peut-être je vais contourner un peu le Togolais même. Généralement a du mal à négocier son salaire. Je pense que c'est un truc qui est culturel. Hein. Quand vous faites le recrutement, vous vous rendez compte qu'un Béninois, un Ghanéen, un Burkinabé, un Ivoirien a plus de facilité à dire, franchement, pour ce poste-là, il faut me payer 500 000. Mais la plupart des Togolais, avant de sortir le 500 000, On a peur de prononcer les montants. le montant, on a peur du montant, on a peur. Non, ce n'est pas intéressant. Pour négocier son salaire, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit à quelque niveau de sa carrière, il faut d'abord connaître justement qu'est-ce que j'aurai à faire à, à ce poste-là. Oui, Quelles sont mes avoir le différentes cahier de responsabilités? charge. Avoir le cahier de charge, quelles sont mes différentes responsabilités? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour le faire ou est-ce que je vais apprendre progressivement? Parce qu'il y a aussi ce critère-là. Ah, Est-ce que tu es déjà bon ou est-ce que tu es à un niveau junior où l'entreprise, en fait, te donne une opportunité de pouvoir aussi augmenter tes tes compétences? compétences. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Je Ensuite, comprends. analyser, Je comprends maintenant mieux pourquoi les fiches de poste sont vraiment publiées et détaillées. c'est détaillé. Il faut lire. Généralement, tu prends une fiche de poste où tu réponds à 80% de ce qu'on cherche, mais toi-même, tu sais qu'il y a 20% qui te manque un peu. Et tu te dis, bon, en tout cas, une fois dans le poste, en m'exerçant, je pourrais justement aussi acquérir pas mal d'expérience par Ok. rapport à ça. Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là. Faire des recherches pour savoir ce poste, généralement, est payé à combien. C'est sur quel C'est site on trouve les important. informations là? Aujourd'hui, c'est parce qu'on ne cherche pas. Aujourd'hui, il y a la convention collective qui est la première base. Ok. C'est sur Internet. Il y a les conventions collectives interprofessionnelles. Ça, c'est la principale. Mhm. Il y a maintenant les conventions collectives sectorielles. Quand on prend Ok. le domaine bancaire, le domaine des banques, quand on prend le secteur industriel, quand on prend le secteur du BTP, Mhm. où on met au minimum, quand on prend par exemple un jeune ingénieur génie civil, bac plus 2, bac plus 3, il est payé à tel montant quand il a telle expérience. Ok. Donc, dans ces documents, déjà, on a la base, ou le minimum légal. On a au moins le minimum légal. Maintenant, nous-mêmes, on peut se renseigner auprès de personnes qu'on connaît. Ah, je postule, je candidate pour un poste comme ça. Combien est-ce que je peux proposer à peu près à un entretien? Donc, toi-même, tu as déjà une idée. Quand tu fais ta proposition, le recruteur va analyser. S'ils ont le budget nécessaire, ils vous diront, OK, on vous revient. Si ce n'est pas le cas, ils vous diront, est-ce que c'est négociable? Vous direz oui et vous allez échanger. Maintenant, si vous n'avez pas fait toutes ces recherches-là au préalable, vous êtes déjà devant le fait accompli. Franchement, on ne vous oblige pas de donner un montant là-bas. Vous pouvez Ok. dire, OK, au vu de tant, j'ai mieux compris Ok. mes Ah oui. responsabilités et tout. Permettez-moi de vous revenir avec une proposition d'ici temps. Le recruteur vous dira, OK, C'est là que tu appelles tous d'accord. les RH de ton C'est là inbox. que tu appelles les personnes que tu connais, tu te renseignes, tu viens, tu dis, OK, au vu des différentes responsabilités de ce que j'aurai à faire de temps en temps, je propose tel montant. Cependant, je reste ouvert à la négociation. Il faut toujours être ouvert à la négociation. Mais toi-même, tu connais ton minimum. Oui, Tu sais bien que tu ne peux évidemment. pas aller en bas de tel montant. Et si je peux rajouter un petit conseil, n'acceptez jamais un salaire qui ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que vous serez malheureux dans votre travail. Je vous assure, vous serez malheureux vous allez commencer, hein, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, franchement, votre motivation va baisser, votre Mhm. engagement va baisser. Donc, il faut toujours avoir un minimum. Comment on a notre minimum? On analyse nos charges. Oui. Mon loyer me revient à combien? Mes dépenses mensuelles me reviennent au moins à Immeuble 80 000. matinal. Si je dois aller de chez moi au boulot, je dépenserai en moyenne 40 000 de transport. Donc, tu fais tout ce point-là, tu te dis, OK, minimum, il me paye 250 000. Ça peut aller. Mais il faut toujours avoir son minimum en le calculant en fonction de nos différentes charges Ok. mensuelles. Sinon, vous allez donner un montant et vous n'allez pas arriver à vous en Oui, sortir. oui. Ça sera plus compliqué. Maintenant, il y a des postes juniors où vous savez que vous allez certes apporter votre connaissance à l'entreprise, mais il faut être réaliste, vous allez aussi beaucoup apprendre. Quand c'est comme ça aussi, il ne faut pas aller là-bas avec 2 ans d'expérience pour dire que je vais être payé à 1 million, quoi. Vous-même, vous allez vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments-là avant de faire notre proposition. Surtout, n'ayons pas peur des montants. Le recruteur va toujours négocier. Si ce n'est pas bon, il vous dira
Nous, on a 100 000. Et vous verrez si c'est bon pour vous ou pas. OK. Donc, ces 100 000 là, c'est un peu le minimum ou bien 10 000 de plus que le minimum? Voilà, vous pourrez négocier et dire, OK, pour un début, tant, d'accord, je suis d'accord pour vos 100 000, mais j'espère que ça va progresser. Ils vous diront, oui, ça va progresser, même si on sait qu'après, ça met du C'est temps. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pour Progressivement. ça qu'il faut toujours avoir au moins ce que tu voulais là en entrant. Ne te dis pas que je voulais 100 000, ils m'ont dit 60 000. Ça va progresser. Non. Non. Ah, et au moins tes 100 000 là en entrant. Là, que ça a progressé ou pas, Au moins, au moins c'est tu as, sécurisé. tu, as, tu as eu ton minimum. C'est important. Et surtout, en négociant, il faut avoir une certaine assurance, une certaine confiance. Quand tu négocies ton salaire en tremblant, ou le recruteur sent que Si tu parles un peu plus tu doucement. peux encore, non, tout à l'heure, tu vas te faire avoir. Il faut être confiant, il faut avoir confiance en ses compétences et en ses capacités. Franchement, pour ce poste et ce que j'aurais à faire, je pense vraiment que 250 000, c'est assez correct. Le recruteur va analyser. S'il vous veut, il sera partant. S'il ne vous veut pas, franchement, vous n'aurez pas perdu grand-chose. Postuler C'est ce encore que, une autre offre. à une autre offre, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord, Mm. merci. Je pense que c'était très, très utile et édifiant. Maintenant, on va revenir sur les questions d'abus et de différentes violences. OK. Une femme qui subit dans le domaine professionnel un abus, Mm. qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Un abus de quel type? Je vais dire toute forme de violence, hein. Ou bien ça dépend. OK. Généralement, quand ce sont bon, on va aller comme ça. Dans l'entreprise, il y a des textes. Et souvent, c'est le règlement intérieur. Qu'est-ce que votre règlement intérieur dit par rapport à tel? Quand vous suivez tel, vous devez aller voir qui, comment est-ce que vous devez dénoncer. Il y a des entreprises qui mettent en place, par exemple, des dénonciations anonymes, tel ou Ouais. tel. Mais même s'il n'y a pas tout ça, rendez-vous auprès de votre RH pour lui en parler. Nous sommes censés être des personnes en qui on peut avoir confiance. Nous avons la discrétion, la confidentialité et nous sommes censés ne pas prendre part. Donc, le RH est la personne habilitée dans OK. un premier temps. Mais si vous pensez que vous n'avez pas confiance en votre RH, c'est pas Ou bien vraiment si c'est sûr. lui-même Ou bien si c'est l'auteur. lui-même l'auteur, soit vous allez voir le responsable de la boîte, ou soit vous allez voir l'inspection du travail, lui expliquer que voilà, OK. je vis telle situation, comment est-ce que je peux m'y prendre. Eux, Au ils vous Togo, ils diront sont. aussi, ça du travail, Oui. ok, d'accord. Parce qu'il y en a La beaucoup qui vont direction découvrir, je pense. générale du travail est située au niveau de INH. Comment on appelle ça déjà? C'est au niveau pas loin du CASEF. OK. Pas loin du CASEF, dans la zone là-bas. Mais ils se trouvent quand même dans chaque circoncision. Par exemple, à Goué, à Didogomé, tout ça, c'est au niveau derrière le lycée moderne d'Adidogomé. OK. Ils ont une direction là-bas et la grande direction également qui est en ville. D'accord. Mais vous pouvez chercher aussi sur Internet. Ils ont des contacts sur Internet. Quand vous allez sur le site Internet, ils ont même une partie, tu peux discuter directement avec un inspecteur de travail via WhatsApp. Ah, super. Donc, allons sur Internet, tapez sur le travail, vous allez voir qu'il y a des liens. Vous pouvez même discuter directement Intéressant. avec eux pour vous renseigner. Donc, il faudra se référer au texte interne. Si ça ne suffit pas, allez prendre des conseils en externe. D'accord. Mm. Merci beaucoup. La prochaine question va concerner un peu plus les débuts en milieu professionnel. Mm. Pour un jeune ou bien pour une femme, Mm. comment est-ce que, quand on commence dans une entreprise, surtout dans un domaine peut-être masculin, enfin dit masculin, Mm. comment est-ce qu'on commence à s'imposer? Mm. Déjà, comment est-ce qu'on s'intègre? Mm. Ensuite, on s'impose et après, pour croître professionnellement. D'accord. Je vais répondre d'abord de façon générale. Toute personne qui commence sa carrière, pour bien faire la chose, elle doit être effectivement hyper concentrée, s'assurer d'avoir les compétences nécessaires pour le poste, les compétences et les connaissances nécessaires pour le poste. C'est comme ça qu'on s'impose en entreprise. Avant toute chose, il faut être bon. Avant toute chose, il faut être bon. Il faut être bon d'abord. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu as les compétences nécessaires pour le poste en question? Quand tu as tes compétences nécessaires en entreprise, tu es toujours respecté. Ça, c'est important. Même si on va penser que tu es le frère ou la sœur du DG, le cousin, il y a des gens qu'on amène comme ça, on les appelle des bras, c'est la sœur de temps, on l'a recruté. Mais quand tu es bon, on oublie tout de suite qu'en réalité, tu es le frère du DG. Tout le monde légitime en se disant, ah oui, cette personne-là, certes, elle a été envoyée par tel, mais elle répond. Donc, dans un premier temps, il faut être bon à son poste avant toute chose. Et ensuite, s'assurer de pouvoir à chaque fois actualiser
ses connaissances et ses compétences. Sinon, on se fait avoir tout de suite. Le monde va très vite. Vos diplômes qui datent ne serait-ce que de 3 ans, tout à l'heure peut être obsolète. Aujourd'hui, il y a l'IA, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui font que quelqu'un qui a fini il y a 1 an, bizarrement peut maîtriser plus de choses que vous qui avez fini il y a de cela 3 ans. Donc, actualiser à chaque fois nos connaissances et nos compétences. Maintenant, en tant que jeune, comment est-ce qu'on se démarque? J'ai parlé d'IA, Oui. des outils, des nouveaux outils, parce que les anciens, ils ne connaissent pas trop ça. Toi, tu peux automatiser ça, par exemple, avec l'IA ou avec des logiciels, parce que toi, tu maîtrises, tu deviens tout à l'heure incontournable en entreprise. Donc, cherchons comment est-ce qu'on fait pour se rendre un peu incontournable. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour réellement être une certaine valeur ajoutée. Donc, ça passe par se cultiver, donner de bonnes idées, prendre des initiatives qui vont en faveur du développement de la boîte. Sinon, quand tu es là, tu te dis, je suis là juste pour mon salaire, franchement, c'est assez compliqué. Mais quand on sent que tu es une personne sur qui on peut compter, qui a de bonnes idées, qui permet à ce que le travail puisse se faire plus facilement, plus rapidement, tout à l'heure, tu te crées ta place. D'accord, merci Surtout beaucoup, pour nous Fabien. les jeunes. Oui, surtout pour nous les jeunes. Mm. Tu es activiste et on a insisté là-dessus. Tu as travaillé avec plusieurs organisations différentes, que ce soit locales, internationales et de jeunes comme d'adultes en CRIF. Mhm. Quelles sont aujourd'hui les plus grandes avancées dans le monde du travail? Ça, c'est de façon beaucoup plus large. De façon beaucoup plus large, Oui. ok. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opportunités pour les jeunes, Ok. pour également les femmes. Il y a des nouveaux domaines qui se créent, des domaines qui sont liés beaucoup plus à la technologie. Oui. Et de cela, quelques années, on n'avait pas les métiers tels que les community managers, Oui. les marketeurs digitales, tout ça là, on n'en avait pas. Mais On ne connaissait aujourd'hui, même pas ce que on ne ça. connaissait même pas ce que ça veut dire le marketing digital. Oui. Donc, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui peuvent se faire de façon autonome. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te faire embaucher pour justement exercer cette fonction. Oui. Donc, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup, on appelle ça des gens qui s'auto-emploient, justement, par compte tenu de ces différents emplois-là qui sont de plus en plus créés. Donc, il y a pas mal de métiers de plus en plus dans le monde. Il y a pas mal d'opportunités qui sont données de plus en plus à la jeunesse. Oui. Il faut quand même le souligner. Correct. Maintenant, en termes de droits humains, aujourd'hui, il y a des jeunes encore qui continuent de parler de l'exploitation en milieu professionnel. C'est récurrent. Souvent, les gens disent que non, c'est la Gen Z, c'est la Gen Z. Mais reconnaissons quand même que des aînés qui, par exemple, ont fait plusieurs mois, je le disais dans une émission précédente, plusieurs mois sans forcément être payés, ils veulent forcément reconduire ce genre de schéma avec les plus jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes réalités parce que je sais pas, il y a 10 ans, le prix de l'inflation, c'était pas au même niveau. Donc, reconnaissons que les jeunes ont leurs défis et n'ont pas forcément la patience de faire 6 mois dans un boulot qui ne leur correspond pas. Et quand on parle des femmes également, il y a beaucoup plus d'abus, tout ça. Donc, en termes de droits humains, tu penses que les choses s'améliorent? Ok, moi je dirais que de plus en plus de personnes connaissent leurs droits. C'est Oui. déjà intéressant. Auparavant, il n'y avait pas trop ça. Donc, quand tu connais tes droits, tu vois que toi-même, tu sais analyser les situations. Et quand ton patron aussi sait qu'il est en face de quelqu'un qui connaît ses droits, sa manière aussi de te gérer aussi C'est est différent. assez différente. Voilà. Donc, à la fois au niveau des employés comme des employeurs, il y a de plus en plus cette vibes-là que chacun puisse connaître ses droits. Aujourd'hui, moi, je suis avec des collaborateurs qui te lisent tellement le code du travail que me dit, mais RH, je t'observe, je te dis, ah d'accord, c'est là je me dis, ah, c'est bien. Parce que de plus en plus de personnes parce que ces documents en réalité sont disponibles, mais c'est parce que nous-mêmes, on ne prend pas le temps de les consulter. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à leurs droits pour savoir ce qu'on peut leur faire, ce qu'on ne peut pas leur faire, ce à quoi ils ont droit ou pas. Donc, c'est vraiment une certaine avancée. Maintenant, sur la question de l'exploitation, je dirais qu'il faut quand même se faire exploiter à un moment donné. Pour apprendre. RH. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un peu assez réaliste. Oui. Si tu ne te fais pas exploiter à un moment donné, tu ne vas pas apprendre. Maintenant, c'est que l'exploitation en question ne doit pas être éternelle. Et excessive. C'est ça en fait le sujet. Sinon, si tu veux apprendre, soyons sérieux, aucun entrepreneur ne va recruter une personne
qui ne peut pas tout à l'heure lui apporter une certaine valeur ajoutée et investir beaucoup d'argent en elle. C'est pas possible. C'est l'exemple des stagiaires. Tu peux pas te prendre en tant que... On sait que tu es venu pour apprendre et on va te payer des millions. C'est pas possible. On te donne le temps d'apprendre. Toi aussi, tu apportes tes connaissances et progressivement, tu vas voir que ça va évoluer. On n'a qu'à prendre un cas de figure. Il y a des jeunes qui disent, non, je suis déjà bon, je connais, je maîtrise. Je ne vais pas vous mentir, quand vous rentrez dans le monde du travail, quand vous confrontez des sujets, des situations réelles, tu vas aller lire ton cours. Tu ne vas jamais trouver la réponse à l'intérieur. Il y a des choses que seule l'expérience apporte. Donc, en tant que jeune aussi, il faudrait accepter que c'est une question d'étape. OK. Il y a une étape où il faut se faire humble pour apprendre. Et quand on a déjà appris, franchement, là, on peut se vendre assez cher. OK. Donc, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on en est à notre carrière, qu'est-ce qu'on veut. Et à un moment donné, vous allez, toi, mais quand tu vas grandir, tu sauras que je ne suis plus à 100 000 ou à 200 000 près. Parce que là, ce que je connais aujourd'hui, il faudrait qu'on me paye minimum à tel. Donc, je vais revenir à ma réflexion précédente en disant, il faut être bon, il faut avoir les compétences, il faut apporter une certaine valeur ajoutée et vous pourrez vraiment vous vendre. Je pense que c'est un défaut aussi lié à notre système éducatif où les compétences qu'on est censé avoir en arrivant en milieu professionnel, on ne les a pas. Parce que c'est assez théorique ce qu'on apprend. Ça fait que quand on arrive, surtout pour nous les techniques, quand tu arrives sur le terrain, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a pas vraiment de cas où tu peux aller chercher tes cours, tes bouquins pour venir parcourir. Tu vas les lire, mais tu ne trouveras jamais de réponse. Mais dès que tu vas vers un aîné, tu seras surpris qu'il va te décrire la situation. Tu vas dire, ah oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Le terrain forme. Oui, c'est ça. Voilà comment est-ce que tu dois gérer. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, merci beaucoup, Farida. Quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, je dirais d'abord aux entreprises que les femmes, les jeunes sont des personnes qui apportent énormément aux boîtes. On ne peut pas se développer sans ces deux couches-là, les femmes et les jeunes. Donc, c'est important de créer un environnement qui permette à ces couches-là de pouvoir être épanouies et se développer. Parce que ce qu'ils peuvent vraiment apporter en entreprise est assez valorisant. Les femmes apportent beaucoup d'engagement. Comme on le dit, les femmes sont souvent très concentrées sur ce qu'elles font. Oui. Elles veulent vraiment améliorer. Et les jeunes, c'est pareil parce que eux-mêmes, ils ont des challenges propres à eux qu'ils veulent relever. Donc, ce sont des personnes qui sont très engagées et qui veulent faire fructifier les choses. Donc, il faut leur donner des opportunités et créer le cadre pour leur permettre de s'épanouir. Maintenant, aux femmes et aux jeunes, ayons beaucoup plus confiance en nous. Soyons humbles, sachons reconnaître là où nous nous trouvons, cherchons à acquérir davantage d'expérience et de connaissances et de compétences. Assurons-nous de pouvoir être une réelle valeur ajoutée et vous verrez que beaucoup de portes s'ouvrent à un moment donné. D'accord. Merci beaucoup. C'était très instructif. Merci, Samira. Donc, chers internautes, j'espère que vous avez été édifiés comme d'habitude parce que, en tout cas, on a eu beaucoup d'informations et je pense qu'on n'hésitera pas à aller consulter le code pénal. Et également, tu as parlé de... Il y a le code du travail, oui. Il y a la convention collective interprofessionnelle et la convention collective sectorielle. Tout ça, c'est disponible sur Internet. Donc, allons télécharger et allons lire parce que plus on est informé, moins on se fait piétiner dessus, ou bien comment on dit ça. Donc, voilà. Et à très bientôt.